Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir à Imagest. Vous êtes donc dans la salle Sadoul d'Imagest. Je me présente, Blaise Aurora, responsable des fonds photographiques au sein de l'association Imagest. Avant de passer la parole à nos amis qui nous font l'honneur de venir présenter cette conférence, je voudrais excuser notre directeur, M. Guillaume Poulet, qui est retenu par d'autres obligations. Juste deux mots sur l'association Imagest. C'est une association loi 1901 dont le siège se trouve à Épinal, pour celles et ceux qui connaissent, et le pôle patrimoine ici à Nancy. C'est-à-dire qu'à Épinal, vous avez le siège administratif, mais également une fabuleuse machine qui permet de numériser des films. J'en profite pour faire un appel. Si vous avez des films qui traînent dans vos greniers, dans vos armoires, dans vos tiroirs, des films tournés des films tournés en 8, Super 8, 9,5 ou 16 mm, n'hésitez pas à les confier à Imagest. Si ces films portent sur le patrimoine, c'est totalement gratuit et on vous remet un fichier numérique que vous pourrez diffuser auprès de vos proches et vos amis. Le même appel, on le fait aussi pour la photographie. Vous avez des photographies anciennes dans vos collections, des plaques de verre, des cartes postales, tout ce que vous pouvez imaginer comme support photographique. N'hésitez pas à nous les confier. Encore une fois, si ça porte sur le patrimoine, c'est totalement gratuit. Et puis, vous aurez une visibilité puisque ces documents pourront être numérisés et mis en ligne sur notre site. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site Imagest où on relaie énormément d'informations. Voilà, je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas le propos. Je vais laisser la parole à Maud, président de l'association Émile Friand, qui prend le relais. Merci à tous. Merci Blaise. D'ailleurs, je vais commencer par remercier Imagest de nous accueillir ce soir dans cette salle Sadoul et de nous faire cet honneur, parce que c'est vrai que si on n'avait pas eu de salle, on aurait eu du mal de faire le baptême de l'association Émile Friand, puisque c'est la première manifestation que nous proposons donc au grand public ce soir, grâce donc à l'ingéniosité de notre conférencier, que vous connaissez pour la plupart, je suppose, et puis aussi au travail que nous faisons ensemble depuis un certain temps dans l'équipe d'Émile Friand. Alors que cette association, rapidement, a deux objectifs essentiels. Le premier, c'était au départ, d'abord, c'est de faire connaître au grand public l'œuvre d'Émile Friand, de promouvoir cette œuvre, et puis de le faire par un travail de recherche sérieux, et notamment un catalogue raisonné, qui est donc en cours de réalisation et que vous ne pouvez pas encore consulter sur notre site parce que nous ne l'avons pas ouvert encore au grand public, mais il est en cours de fabrication. Vous imaginez bien qu'un catalogue raisonné, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça va prendre pas mal d'années, mais on l'ouvrira, je pense, quand même prochainement pour montrer un certain nombre d'œuvres déjà répertoriées et fichées, enfin inscrites dans ce catalogue. Et donc c'est un catalogue qui ne sera pas imprimé, à moins que tout d'un coup nous ayons des mécènes. Nous pouvons toujours lancer un appel qui nous permettrait de publier, mais c'est vrai que comme c'est une œuvre qui n'en finit jamais, les catalogues raisonnés, on trouve toujours, enfin on espère toujours redécouvrir de nouvelles œuvres, c'est plus souple sur Internet. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est l'originalité un peu de cette association, puisque cette association regroupe en son comité directeur des personnes de nationalités différentes, notamment des Américains, donc qui sont partie prenante de notre projet, et qui sont aussi d'horizons professionnels variés. Donc nous avons à la fois des collectionneurs, des galeristes, des spécialistes du 19e, des doctorants, chercheurs, donc vous en avez un là, en chair et en os, puisque aussi un de nos objectifs à l'association, quand on l'a créé, c'était aussi de promouvoir et d'aider les jeunes qui s'intéressent à l'œuvre d'Émile Friand, de les aider dans leur recherche. En l'occurrence, c'est aussi beaucoup eux qui nous aident dans le travail, mais bon, voilà, c'est gagnant-gagnant, comme on disait à une époque. Voilà, donc autant de regards et de compétences et d'approches différentes et complémentaires. Donc j'espère que vous serez nombreux à adhérer à l'association. C'est possible ici. Il y a encore deux rencontres que nous avons programmées cette année. Une pour l'amour à Saint-Valentin, Fêtons l'amour avec Émile Friand, l'idée sur la passerelle, et puis la petite barque donc, que vous connaissez bien puisqu'elle est exposée au musée des Beaux-Arts.
Toutes les deux sont exposées au Musée des Beaux-Arts. Et puis le dernier, cette année, parce qu'on projette pour l'année prochaine déjà, mais cette année, on a aussi un projet de déplacement. Vous l'avez sur le programme, donc sur les pas d'Émile Friand, qui nous emmènera d'abord à Metz, puis aux Salines Royales de Dieuze. Et ça sera certainement très, très intéressant aussi pour découvrir le lieu des Salines de Dieuze, donc la ville natale de Friand. Voilà, donc je vais laisser la parole, puisqu'on est un tout petit peu en retard, à Jean-Sébastien Bertrand, qui est gentil de terminer, pas trop tard, sinon on n'aura pas de pot. Bon, le pot sera... c'est un petit pot, puisque pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on a fait un petit pot. L'idéal, c'est d'être sympathique entre nous, plutôt que de cibler sur la nourriture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de votre présence. Bien, messieurs, dames, tout le monde m'entend bien, ça va au niveau du son, parfait. Ravi de vous accueillir, alors en nombre pour le coup, parce que quand on a mené cette idée de faire une conférence inaugurale pour l'association, on s'est dit, bon, est-ce que ça va plaire? Parce que encore pas plus tard que la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, oh, Friand, c'est quand même pas ce que la Lorraine a fait de mieux. Bon, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est un artiste que l'on aime bien. C'est un artiste qui est populaire dans le sens noble du terme populaire, et votre nombre ici atteste bien l'engouement que l'on porte sur Friand, que l'on porte à Friand. Donc je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'association de l'AEF, donc l'association Émile Friand, et puis en mon nom aussi parce que voilà des mois, des années maintenant que je passe ma vie avec Émile Friand. Donc c'est presque une parcelle aussi maintenant de moi. Donc je suis ravi de vous accueillir, et puis c'était une année un petit peu particulière, l'année 2022, puisque nous fêtions le 90e anniversaire du décès, pour le coup, d'Émile Friand. On va revenir un petit peu en arrière pour se rappeler tout ça. C'est l'Est républicain. Alors je crois que beaucoup ont ouvert l'Est républicain ce matin, donc avec l'article, mais c'est pas le même que vous avez ici, puisqu'on remonte le temps, on arrive au jeudi 9 juin 1932, voilà 90 ans, et donc Émile Friand s'est éteint dans son appartement-atelier parisien, boulevard de Clichy, et l'Est républicain sous la plume de Henri Hunziker, qui était à la fois un journaliste, mais aussi un ami très proche d'Émile Friand, qui sera portraituré d'ailleurs par Émile Friand, commençait son article ainsi: un grand artiste lorrain disparaît, le maître Émile Friand, membre de l'Institut, est mort subitement à Paris. Et je trouvais que la fin de l'article était très intéressant. L'œuvre de Friand entre aujourd'hui dans le domaine de l'histoire de l'art. C'est assez intéressant par rapport à l'histoire de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'art? Apparemment, ça commençait à la mort de Friand. Donc, il avait 69 ans à son décès. Il résidait à ce moment-ci à Paris. Il aurait une messe à Notre-Dame de Lorette avec les hommages militaires, etc. À Paris. Mais c'est un homme qui avait son cœur à Nancy. Il avait aussi sa résidence à Nancy. Et c'est ce qui va expliquer que les obsèques d'Émile Friand ne se feront pas à Paris, mais se feront bien à Nancy, dans l'église, je suis passé devant exprès avant de venir, l'église Saint-Vincent-Saint-Fiacre, donc rue de Metz, puisque sa maison, on va en reparler, était Kéligier-Richier, donc c'était la paroisse de rattachement. Il y a eu un très très grand cortège le lundi 13, là c'est le journal du 14 du lendemain, très très grand cortège vers le cimetière de Préville, et vous avez cette photographie que je trouve très intéressante, poétique en même temps. Vous arrivez peut-être à retrouver le lieu. Nous sommes quai Claude Le Lorrain. Alors, vous voyez d'où j'habite. J'ai remonté comme ça le quai Claude Le Lorrain, donc j'ai redonné vie d'une certaine façon à Friand. C'est à la hauteur du numéro 38, quai Claude Le Lorrain, la photo, c'est-à-dire derrière l'ensemble Saint-Sigisbert, etc. Malheureusement, la maison que vous avez sur la photo n'existe plus aujourd'hui, mais c'est en tout cas à ce niveau-ci. Donc, grandes obsèques, vous voyez, c'est pas rien, c'est la reine d'Angleterre, c'est rien à côté d'Émile Friand. Et le cortège donc s'est arrêté, bien entendu, dans le cimetière de Nancy, pas le cimetière unique, mais le cimetière très important, à savoir le cimetière de Préville. Friand avait déjà sa chapelle, c'est dur à dire, puisque c'est une chapelle qui date de 1897. Elle avait été réalisée pour des membres de la famille Vaugin
et Friant. Et donc Émile vient rejoindre son père, Virgile, vient rejoindre sa mère, que vous allez voir en photo dans un instant, Catherine née Torletin, sa grand-mère entre guillemets d'adoption, Madame Marie-Barbe Parisot Corrigeux, et tout ce petit monde repose aujourd'hui au cimetière de Préville. Je suis sûr que les amoureuses et amoureux de Nancy ont déjà visité le cimetière de Préville et tombé en admiration devant, bien entendu, la chapelle des Friants. Et donc, dès juin 1932, dès son décès, 17 jours précisément, j'ai compté, après l'ensevelissement des corps, le 30 juin, vous avez, alors non pas mot qui va créer l'association Émile Friant, mais vous avez un comité qui a créé cette association, les Amis de Friant. C'est une association tout de suite qui est créée pour se souvenir, et vous avez ce document qui est conservé à la ville de Dieuze. Je vais beaucoup parler de la ville de Dieuze dans un instant. C'est un comité donc, qui est destiné à honorer la mémoire de Friant et à perpétuer son souvenir. Vous voyez, tout de suite, dès son décès, on veut se souvenir un petit peu de ce grand personnage, et pour s'en souvenir, le comité a en charge d'éditer, vous avez peut-être cet ouvrage que je trouve assez intéressant, ce sont les discours sur la tombe. Donc tous les discours qui ont été prononcés, alors je n'étais pas là en juin 32, je ne sais pas s'ils ont vraiment tous été prononcés à Préville, en tout cas, ils ont tous été édités, donc les instances officielles, les pouvoirs municipaux, les artistes, et vous avez un discours de Victor Prouvé notamment, je trouve, qui est très touchant dans ce recueil. Et l'autre mission de ce comité, c'était d'éditer des petites médailles. Alors, vous en avez peut-être, parce qu'en général, en 1932, quand on fait partie du comité, la petite médaille, elle reste de génération en génération. Et cette médaille, vous en avez quand même quelques exemplaires. Malheureusement, je n'ai pas le nombre d'exemplaires, je ne sais pas à combien elle a été tirée, mais c'est une médaille signée. Je ne sais pas si vous voyez bien la signature, mais signée Victor Prouvé. Vous avez le nom qui est noté juste ici. Donc, on veut se souvenir de ce personnage. La presse s'empare de ce personnage. On soulève des problèmes de succession, d'héritage. Vous savez, il y a toujours des problèmes de succession. Je n'en parlerai pas trop ici. Et en 1937, patatrac, vous avez l'inauguration du nouveau musée des Beaux-Arts, celui que nous connaissons, place Stanislas, et vous avez la presse qui s'empare de la salle Émile Friant. Il y avait une salle Émile Friant à l'inauguration du musée des Beaux-Arts. C'est à ce moment-ci aussi, en 1937, que l'on inaugure la rue Émile Friant, donc qui n'est pas très loin du quai Ligier-Richier, là où Friant avait sa dernière résidence, 1937. Alors je ne vous ai pas mis la photo, mais après le but, c'est la pérégrination, c'est le pèlerinage. En sortant d'ici, vous ne rentrez surtout pas chez vous sans être passé par la rue Émile Friant, etc., etc. Et puis, malheureusement, le temps passe et la guerre arrive, bien entendu, et puis le monde change. Le monde change déjà en 1919, mais le monde va beaucoup changer aussi en 1945, et on oublie Friant. Friant tombe dans l'oubli, ça fait partie de ces artistes dits pompiers que l'art moderne n'aime plus trop au XXe siècle, et il va commencer à ressortir de l'ombre. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais à partir des années 80, 90, il y a eu une très très belle exposition au musée des Beaux-Arts, dont il y a des personnes ici que je salue et que je remercie de leur présence, en 1988 avec Claude Pétry, qui était la première grande exposition consacrée à Émile Friant. Et puis après, vous avez eu le goût de Friant qui s'est développé, notamment en 1999, avec une très belle exposition sur la peinture Art Nouveau, Friant Prouvé, entre autres, mais il n'y avait pas que au musée des Beaux-Arts, à Vic-sur-Seille notamment, en 2006, ou encore à Nancy en 2016, et je voulais saluer justement Michel Leinen, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur cette exposition, et c'est quelqu'un, elle sait toute l'estime que je peux lui porter. Alors, je me place humblement dans ma petite thèse, comme ça, derrière tout ce petit monde-là, en toute humilité, parce que j'ai voulu, moi aussi, apporter ma petite pierre à l'édifice pour que l'on se souvienne un petit peu de Friant. Et puis, Friant le peintre, c'est l'objet de ma thèse, mais Friant est quelqu'un que l'on qualifie beaucoup de peintre photographe. C'est quelqu'un qui, il a cette image
à tort ou à raison, on pourrait en discuter longuement, et je me suis penché un peu dans mes recherches au début sur les photos que nous possédons de Friant, et c'est ce que nous allons voir justement ce soir. Les photos, il y en a énormément où nous nous trouvons, et je voulais remercier encore une fois Imagest, Guillaume Poulet, Blaise Aurora, toute l'équipe qui nous accueille, et vous avez ici à l'écran le site d'Imagest, et n'hésitez surtout pas à y aller, puisqu'il y a des photos qui sont numérisées, et donc vous pouvez avoir accès à certains fonds. C'est un site qui est extraordinaire. Le fonds d'Imagest est très important. Vous verrez de nombreuses photos ce soir qui proviennent de ce fonds, et ce sont des fonds au pluriel, le fonds Poiret, le fonds Frumholz-Burtin, dont on pourra reparler un petit peu plus tard, et je me suis dit ça serait intéressant de montrer cette facette aussi au public. On a longtemps qualifié Friant de peintre photographe, de le voir sous l'objectif, c'est-à-dire de le voir non plus derrière l'objectif à capter les scènes, à travailler les compositions, mais de le voir lui, pour le coup, en photo, à travers sa vie, à travers ses amis, etc. etc. Et c'est ce qui a donc motivé aussi cette conférence inaugurale donc de l'AEF, l'association Émile Friant. Alors, Imagest, c'est une chose, il y a quantité de photos qui se trouvent ici, mais j'ai trouvé aussi d'autres lieux. Alors là, c'est extraordinaire, et la conservation de Metz s'excuse de ne pouvoir être présent ce soir, mais vous avez ce fonds qui est extraordinaire, qui se trouve au musée de la Cour d'Or à Metz. C'est un portfolio. La première fois que je suis allé au musée de la Cour d'Or, j'aurais demandé, parce qu'ils ont des œuvres au musée de la Cour d'Or de Friant, et donc ils m'ont sorti les dossiers d'œuvres, etc. Et puis la deuxième fois, je leur ai dit, vous n'avez rien d'autre sur Friant? Je suis toujours en train de chercher des tas de choses. Et ils m'ont dit, je sais pas, on a une pochette qu'on n'a jamais trop regardée, Émile Friant, un énorme portfolio. J'ouvre la pochette et je tombe sur des dizaines de photographies que eux-mêmes ne savaient pas qu'ils possédaient. Donc c'est assez extraordinaire. Vous en avez quelques-unes à l'écran, mais vous allez aussi voir ce soir ces photographies qui donnent un autre aspect un petit peu de ce peintre pompier. Alors je voulais quand même vous montrer, je ne vais vous montrer que des photos ce soir, mais je voulais quand même vous montrer ce petit dessin que vous avez, où on caricature Friant en peintre pompier, avec le casque des pompiers, parce que c'était une peinture que l'on qualifiait un petit peu de vieillotte, etc. Et il se disait, donc Friant est un pompier photographe, maintenant à nous de voir le photographe derrière ce pompier, entre guillemets. Donc pas de peinture ce soir, je ne vous montrerai pas de peinture, uniquement des photos, des photographies, à la fois, donc deux facettes pour la présentation, à la fois l'artiste, donc des photographies, ça sera la deuxième partie, qui seront liées à son atelier, à sa pratique, aux expositions, aux poses, etc. C'est un thème que l'on pourrait développer encore et encore. Et puis dans la première partie, on va s'intéresser à l'homme, à l'intimité aussi de cet homme, sa vie privée, ses proches, ses passions, parce que Friant est un être qui est passionnant, je ne vais pas vous dire le contraire, mais qui est aussi passionné pour le coup, et donc on va regarder tout ceci donc dans cette première partie sur l'intimité de l'homme. Et je voulais commencer, alors c'est peut-être un peu scolaire et un peu universitaire, c'est les petites sous-parties, etc., mais ça permet de se souvenir aussi de la présentation. Je voulais commencer par les portraits, les autoportraits que nous connaissons de Friant, uniquement en photo, vous avez bien compris, et je voulais vous montrer donc la plus ancienne photographie que nous possédons, qui représente le peintre de l'idylle sur la passerelle, le peintre de la Toussaint. Et oui, c'est un scoop, il a été aussi jeune garçon. C'est dingue, parce que nous, dans notre esprit, Friant est toujours un homme d'un certain âge. Et bien là, vous l'avez, âgé d'environ 9 ans. C'est une photographie qui est conservée à Dieuze, Dieuze, le berceau au sens littéral de Friant. Il y est né le 16 avril 1863, la ville de Dieuze possède, par la descendance, mais aussi par des achats, etc., beaucoup d'œuvres qui sont liées à Friant, des dessins, des documents, des reproductions, des photographies, la preuve, à l'écran. Et donc, Friant, ce n'est pas, même si c'est un fonds très important, uniquement le musée des Beaux-Arts à Nancy, il y a aussi plein d'autres lieux où on peut glaner comme ça quelques petites informations. Alors, je voulais vous le montrer parce que c'est quand même assez mignon de voir ce futur grand peintre, académicien, etc., âgé de 9 ans, en train de poser. On sait très bien où est-ce qu'il pose, puisque c'est dans l'atelier de Charles Oudinot, qui était un photographe, et vous allez avoir toute une descendance de photographes, qui avait son atelier rue Saint-Dizier. Et donc forcément, Oudinot travaille à Nancy, donc nous sommes
après 1872, puisque, on va en reparler, Émile Friant est un optant, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté, enfin, lui, ses parents surtout, ne sont pas restés à Dieuze. En 1870, ils ont voulu migrer, rester français, et donc revenir en France, c'est-à-dire venir à Nancy. Alors, je n'ai pas de photo du père, c'est bien dommage. Alors peut-être, cherchez bien dans vos archives, peut-être que vous avez des photos du père de Friant, on ne sait pas, mais j'ai une photo de la mère. Alors bien sûr, une photo d'une femme plus âgée que vous avez ici. Ce n'est pas la jeune Marie-Catherine Friant, née Torletin, mais c'est la mère de Friant. Elle est née à côté de Dieuze, à Bassin, en 1838, et elle va épouser donc le Dieuzois Virgile Friant. Et en effet, mot cité il y a quelques instants, les salines de Dieuze, puisque Virgile Friant, le père d'Émile, travaillait aux salines. Donc c'est intéressant aussi. Le voyage qui sera proposé en fin de saison, c'est aussi retourner sur les traces même du père de Friant, et certainement un cadre que Friant a pu admirer. Alors cette femme que vous avez ici, qui est, je trouve, une photo remarquable, qui est aussi conservée à la ville de Dieuze, elle faisait des travaux de couture. Sur l'acte de mariage, elle était notée comme tailleuse, donc travaux de couture, de vêtements, etc. Et là, vous l'avez presque d'anobli comme un modèle. Ça, c'est la photo dans sa totalité. Alors, est-ce que son fils, Émile, prend la photo? Est-ce que c'est quelqu'un qui appuie sur le bouton pour prendre la photo? Ça, on ne le sait pas. On sait qu'Émile Friant, par les descendants de sa compagne, notamment, avait un appareil photo. Est-ce que c'est lui qui fait la photo? Bon, peu importe, c'est pas ça la question. On est probablement ici, chez les Friant, c'est-à-dire qu'est Ligier-Richier, dans cette maison qui, malheureusement, n'existe plus. Je vais vous montrer 2-3 photos, mais elle n'existe plus. Et c'est une maison que Friant avait pu acquérir en 1897, donc à la fin de sa vie. Je rappelle qu'il est mort en 1932. Donc vous l'avez qui pose ici avec les colonnes, le rideau, donc l'atelier du peintre. On peut retrouver cette femme probablement dans le jardin aussi de la propriété Friant, parce que c'était une maison assez conséquente avec un très très grand jardin tout autour. Regardez le fils garant de sa mère que vous avez au premier plan, avec le petit chien, le fameux Fifi, le chien de Friant que vous avez au premier plan, et probablement, d'après les sources des archives municipales, cette jeune fille pourrait être une cousine d'Émile Friant, puisque logeait Ligier-Richier également la sœur du père d'Émile Friant avec sa fille, et donc c'était Hermine Vaugin. Vous avez vu le nom Vaugin tout à l'heure, c'est peut-être elle que vous avez ici. En tout cas, je n'ai pas l'identité sûre et certaine de cette jeune fille, mais cadre familial, bien entendu. Et ce sera dans cette maison, donc du quai Ligier-Richier, que Madame Friant, mère, ou je pourrais dire Madame Friant tout court, puisqu'il n'y a pas eu d'épouse d'Émile Friant, décédera pour le coup le 25 septembre 1907. Elle avait elle aussi 69 ans. Donc vous voyez le même âge que son fils en 1932, et la ville de Dieuze conserve des condoléances extraordinaires qui ont été envoyées à Friant par des artistes comme le frère de Jules Bastien Lepage, Dagnan Bouvray, Prouvé, Janniot, etc. Friant était quelqu'un qui avait pignon sur rue, et au décès de sa maman, eh bien, tout le monde est peiné aussi pour ce cher Émile. Alors là, c'est pour la maman d'Émile. Émile, on peut le retrouver ici. Alors, il a grandi par rapport à tout à l'heure. Ce n'est plus le petit gamin, c'est un militaire maintenant que vous avez juste ici, un fringant jeune homme quand même, comme tous les portraits de militaires. C'est une photographie donc qui est datable assez facilement des années 1884, puisqu'il a effectué donc son service militaire au 130e régiment de ligne de Paris. J'ai pas eu encore accès aux archives, de 1884 jusqu'apparemment 1885, et donc comme tous les militaires, je pense qu'on a tous des photos de nos ancêtres militaires, c'était l'étape quasiment obligatoire, et fort de ce service militaire, il va pouvoir se détacher un petit peu du monde qu'il a pu connaître, du monde français, et il va partir en voyage, et là je vous remontre encore une fois quelques photos qui proviennent de ce fameux portfolio du musée de la Cour d'Or de Metz. Ce sont des photos qui sont très intéressantes. On n'arrive pas à savoir comment le portfolio est arrivé au musée de la Cour d'Or. On ne sait pas, on n'a pas les archives, on ne sait pas tout ça, mais vous avez à travers toutes les photos de Friant, des portraits, des œuvres, etc., ces photos de Rome. Vous avez reconnu le Colisée, le Forum de Rome,
peut-être une vue du sud de la France, on n'en est pas sûr, en bas à gauche. Et ce seraient, je parle au conditionnel, les étapes du voyage de Friant. Et il aurait pu peut-être pas acheter les photos, puisque j'ai mené avec une amie antiquisante une étude très très poussée sur cette photographie pour savoir de quand la photo date, et c'est une photo plutôt du milieu du 19e, mais plutôt acquérir ces photos pour se souvenir, un petit peu comme on peut le faire chez nous, des voyages, de ce qu'il a pu voir, etc. Les téléphones portables avec les photos intégrées, ça n'existait pas trop encore, hein. Donc pour avoir des souvenirs, il fallait acquérir ces photographies. Alors les voyages, c'est un autre sujet, bien entendu, on n'a pas des reportages photographiques de voyages, peut-être qu'un jour on trouvera des fonds photos, donc c'est un autre sujet à évoquer. Et je voulais terminer sur ce portrait, autoportrait, cette première sous-partie avec l'accession au fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts. Ce n'est pas rien, bien entendu. Le 9 juin 1923, ce petit gamin de Dieuze, né près des Salines, sur la place centrale de Dieuze, devient académicien. Vous imaginez un petit peu l'ascension extraordinaire pour cet artiste. Et forcément, si on évoque cette étape importante d'une vie, il faut aller chercher un photographe d'une très grande qualité, Jean Scherbeck. Et je remercie aussi la famille Scherbeck, parce que les descendants de Jean Scherbeck sont extraordinaires et d'une très grande gentillesse. Et vous avez donc Jean Scherbeck qui a pris en photo plusieurs fois Émile Friant. Vous l'avez de présenter là. Alors c'est l'habit d'académicien, mais on peut remarquer une petite chose. Il était fier, Friant. Il avait quand même un petit côté... il s'aimait bien quand même, hein, Friant. Donc il pose, c'est l'habit officiel de l'académicien avec l'épée, etc. Mais il pose aussi avec la décoration d'officier de la Légion d'honneur, puisqu'il avait eu le chevalier de la Légion d'honneur, mais également officier de la Légion d'honneur, juste ici, ordre qu'il avait eu en 1901, donc il pose avec, il était très fier, il avait même pu recevoir, vous l'avez juste ici, à Nancy, le directeur des Beaux-Arts de Paris, Paul Léon, donc en 1924, juste après avoir été élu à l'Académie. Il y avait une très très grande fête à ce qui serait aujourd'hui la brasserie Jean Lamour. Vous voyez, alors c'était pas tout à fait le même décor, mais il y a eu un très très grand déjeuner qui a été orchestré. Et on a d'autres photos prises par Jean Scherbeck et on fait souvent l'amalgame. On dit c'est quand il est académicien, et en fait on regarde bien, c'est toujours le même vêtement d'académicien, l'épée. Malheureusement on l'a perdue, cette épée. Alors là, c'est bien dommage, hein, parce que si vous allez visiter le musée Marmottan-Monet, si vous l'avez en tête, il y a toutes les épées des grands académiciens qui sont présentées. J'aimerais beaucoup retrouver celle de Friant, Appel, hein, je ne sais pas si... Bon. Et quand vous regardez bien, autour du cou, ce n'est plus l'ordre, enfin c'est toujours la Légion d'honneur, mais ce n'est plus le rang d'officier, mais c'est celui de chevalier, de commandeur, pardon, que vous avez de noter juste ici. On la voit un petit peu mieux sur ces photographies dans une collection particulière, hein. Vous voyez que ce n'est plus du tout le petit bouton rouge avec la petite médaille qui tombe, donc de l'officier, mais on est bien ici avec l'ordre du commandeur. Tout ceci avait été validé, avant que je vous en parle, par le musée de la Légion d'honneur, justement, qui a confirmé tout ceci. Donc on a quelques photos quand même de notre Friant, jeune, avec sa mère, académicien, etc. Et on a aussi pas mal de photographies où Friant et accompagné. On a Friant qui est souvent vu seul, c'est souvent comme ça que l'on pose sur les photos quasiment officielles, c'est une étape importante, et vous avez cette très très belle photo, je trouve, en plus d'une superbe qualité, qui se trouve à la documentation du musée des Beaux-Arts de Nancy. Il se questionne, hein, cet artiste, sur l'avenir, sur la suite, etc. C'est assez intéressant, on est dans une décennie qui est importante aussi pour lui. C'est déjà quelqu'un qui est extrêmement connu. On l'a aussi à Paris, notre Émile Friant. Vous êtes en janvier 1914. Alors je suis désolé, on n'est pas encore tout à fait à la bonne date pour vous parler de la Saint-Nicolas, mais vous aurez tous reconnu Saint-Nicolas, bien entendu. C'est un très grand banquet qui avait été organisé par les Lorrains de Paris, hein. Il y avait une très grosse communauté de Lorrains à Paris. Donc vous avez reconnu Saint-Nicolas, je ne vais pas vous le décrire au
premier plan. Vous avez également Madame Poincaré, donc l'épouse du président Raymond Poincaré, qui se trouve juste ici, qui a reçu les étrennes, probablement des mains de Saint-Nicolas. Alors, je ne suis pas un spécialiste de dôme, mais ça ressemble quand même à ces grands vases de dôme. Donc, les Lorrains ont offert à Madame la Présidente, justement, un vase dôme. Vous avez à côté d'autres Lorrains, notamment Albert Lebrun, originaire donc du PIO, qui est né en 1871, qui était à l'époque ministre des colonies de Raymond Poincaré et futur président de la République, au décès de Friant en 1932. Et vous avez de l'autre côté de Madame Poincaré un homme que l'on reconnaît peut-être plus, qui est Maurice Barrès, le Vosgien Maurice Barrès, qui lui aussi est aux premières loges de cet ensemble. Et derrière, se dessine notre petit Émile Friant, que vous avez juste ici. Lui aussi, il fait partie de cette communauté des Lorrains de Paris, puisqu'il résidait à Paris depuis une quinzaine d'années à présent. Alors après, il y a d'autres personnes, mais je ne les ai pas toutes identifiées. Donc si vous avez vos ancêtres, etc., qui sont sur la photo, je suis preneur des identifications. Alors Friant à Paris, apparemment, il fait partie de cette communauté, il est très prisé, etc. Mais à Nancy aussi, vous allez avoir des belles photos de groupe où Friant se fait portraiturer avec ses amis, notamment cette merveilleuse photo qui se trouve au musée de la Cour d'Or à Metz, toujours dans ce gros portfolio là que l'on a découvert il y a quelques mois maintenant, où vous reconnaissez probablement ici notre cher Jean-Baptiste Eugène Corbin. On le reconnaît bien avec sa frimousse, probablement Madame Corbin, même si j'ai quelques doutes sur elle ici, et puis l'ami de Corbin, Tacha, qui était le serviteur qu'il avait ramené d'Abyssinie, d'Éthiopie. C'est une autre histoire. Et derrière, vous allez avoir, hop là, en plein milieu, on le reconnaît, toujours fringant, notre cher Émile Friant, entouré d'amis que l'on retrouve aussi sur des dessins, mais là est un autre sujet. L'amitié avec Corbin, elle est très importante, elle est même à conjuguer au pluriel, parce qu'il y a l'amitié avec Jean-Baptiste Eugène Corbin, qui lui achète quelques œuvres, mais ce n'est pas lui le principal mécène, c'est son frère, Louis Corbin, qui lui achète beaucoup d'œuvres et qui avait une très belle collection qui sera d'ailleurs en très grande partie achetée par Jean-Louis Burtin au décès de Louis Corbin. Et puis j'ai trouvé, je vous la montre parce qu'elle est belle cette photo, je n'ai pas trouvé Émile Friant dedans, alors... Bon, il y a beaucoup de canotiers quand même là-dessus, il y a beaucoup de chapeaux, on ne voit pas tous les visages, mais c'est le mariage de Corbin que vous avez ici avec Madame Corbin, même si on ne la voit pas, je pense qu'en sortie d'église, normalement, c'est la mariée qui accompagne le marié, avec tout le corps de l'église, etc. Nous sommes à l'église Saint-Vincent-Saint-Fiacre, puisque Madame Corbin, née Blosse, était originaire de ce quartier de Nancy, et je suis prêt à parier, alors pas tout le doigt, mais un bout d'ongle à couper que Friant est dans la photo. Il faisait partie du mariage et vous comprenez que ce portfolio, ça serait des photos comme ça qu'il aurait emmagasinées au fil de sa vie, des souvenirs, etc. Pourquoi c'est à Metz aujourd'hui ? Ça, c'est une très très grande question qu'il faudra élucider à un moment donné. Donc l'amitié avec Corbin, très importante. L'amitié à Paris aussi, même si on a très très peu d'informations sur le réseau de Friant à Paris. Et avec ses amis, il va pratiquer ses passions. C'est un homme qui a de multiples passions. Nous connaissons la peinture, qui est une vraie passion pour le coup d'Émile Friant, mais Friant, c'est un homme sportif. C'est un homme qui pratique de nombreux sports. Vous avez son premier biographe, qui n'est pas Arsène Alexandre, mais qui est Charles de Mémoron de Dombasle, qui a été portraituré aussi par Émile Friant, qui a écrit donc en 1896 la première biographie, même si elle est réduite, et bien sûr, Friant n'est pas mort, donc il manque plein de choses, mais c'est très intéressant. Et Mémoron de Dombasle décrit Friant ainsi, assez grand, mince. Friant est expert à tous les sports, natation, vélocipède, escrime, gymnase, 3 petits points. Donc vous voyez, quelqu'un qui est très dynamique et qui pratique pas seulement le sport du pinceau, mais aussi un sport physique. Et alors là, forcément, si je parle de sport physique, vous avez cette image, alors j'ose dire qui est iconique pour Imageste, mais c'est une image qui est magnifique pour le sport nautique. Ça fait partie des collections aussi du sport nautique.
qui a été numérisé par Imagest, où vous avez donc toute la communauté de ce sport nautique de la Meurthe, comme il s'appelle. Hein. Vous avez la bannière comme ça qui vous est donnée à voir. C'est un club d'aviron, on dirait aujourd'hui, qui avait été fondé en 1866 et qui va devenir le sport nautique de Nancy vers 1877. Et là, vous voyez qu'il y a un petit hiatus, c'est que nous sommes en 1882 et on a toujours la même bannière du sport nautique de la Meurthe. Eh ben, on fait des économies, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer la bannière parce qu'on a changé le nom. Normalement, c'est le sport nautique de Nancy, mais bref, on a la bannière un petit peu vieillotte encore derrière soi. Alors, ce sport nautique, il est installé au port-aux-Planches. Vous avez encore aujourd'hui hein, ce garage pour le canotage, les canots et les barques qui existent aujourd'hui. Voilà à quoi il ressemble. Alors, bon, ça a un petit peu changé. Si vous voulez, il faudrait le rénover, mais je crois qu'il y a un projet de réhabilitation pour en faire un guinguette, un peu restaurant, etc. Alors, bien sûr, je serai le premier à être là-bas parce que c'est un lieu que Friant fréquentait énormément. Il a passé tous ses dimanches, j'ose dire, tous ses dimanches ici, à discuter avec ses petits copains, les copains que vous avez juste ici, bien entendu, sur cette photographie. Alors, ils sont sages. Hein, c'est la photo d'école hein, que vous avez juste ici. Ils sont sages parce qu'il y a le président du sport nautique qui est en plein milieu, qui vient d'être élu à ce moment-ci, probablement d'ailleurs la raison qui a motivé la création de cette photographie, c'était le président Boutier. Et puis vous avez un personnage qui est peut-être plus connu des Nancéiens, c'est le commandant Larguillon qui se trouve juste à côté. Alors, vous voyez, on a presque l'impression que c'est lui le patron, hein, parce que voilà, c'est le patriarche un petit peu de l'ensemble, et c'est le vice-président à ce moment-ci, et c'est celui qui succédera à la présidence à la fin donc, du mandat de Boutier en 1889. Vous allez avoir, c'est très intéressant, comme les photos de classe, hein, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais sur les photos de classe, on demande toujours aux enfants voilà, de mettre les noms des copains et compagnie. Ben, c'est tous ceux que vous avez ici, donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir, bien entendu, qui est sur la photo, puisque chacun a les petits numéros, et on arrive à reconnaître des gens dont le nom nous dit quelque chose. Les Crombert, par exemple, hein, les marchands de charbon qui seraient aujourd'hui boulevard Lobau, en face du commissariat de police, là où il y a quelque chose qui est en train de pousser, là. Bon, Jules Crombert, c'est lui qui sera le directeur, était apparemment un ami, ou tout du moins il côtoyait aussi ce sport nautique. Vous allez avoir les Constantins également, les frères Constantins, c'est le gaz, hein, l'industrie du gaz. On en parle beaucoup aujourd'hui hein, pour les économies. Bon, les Constantins pratiquaient aussi le sport nautique. Et puis vous avez des amis intimes de Friant, notamment au tout premier plan, Ernest Bussière, hein, le sculpteur Bussière, qui est présent là. C'est un compatriote de toutes les mouvances pour Friant, donc il est au premier plan. Et puis alors là, si on cherche, mais je ne vais pas tous les citer, mais si on regarde tous ceux que je vous affiche ici, ce sont tous des gens qui ont servi de modèle à Friant, notamment pour les canotiers de la Meurthe, hein, ce tableau qui est au musée des Beaux-Arts, et on arrive à reconnaître les personnes, les photos, le réalisme de la peinture, et on comprend, et c'est un point très important, mais c'est aussi un autre sujet, que Friant a besoin de connaître les gens qu'il portraiture. C'est pas quelqu'un qui fait des portraits à la chaîne, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir un petit peu ses copains. Donc la famille Gilles, la famille Gartisère ou Cartisère, l'orthographe varie un petit peu. Monsieur Tans également qui est présent, les Viard, bon j'en passe, et des meilleurs. Et bien entendu, vous allez avoir notre cher Émile Friant, puisque sinon je ne vous en parlerai pas. C'est le petit gamin qui se trouve tout au fond comme ça de la photo, tout à droite comme ça de la photo. Il semble tenir un drapeau, un pavillon, quelque chose comme ça, avec le chapeau de vissé sur la tête. Alors je vous aurais bien montré une image un petit peu plus grande, mais il y a quelques petits soucis de numérisation. Mais en tout cas, il est présent sur la photo avec tous ses copains. Voilà, et je trouve ça assez intéressant et en même temps touchant de pouvoir retracer une vie à travers ces photos de classe, et ça nous rappelle aussi des souvenirs quand on regarde des photos anciennes de famille, etc. On se dit ah oui tiens lui, voilà, j'en ai partagé des trucs avec lui, etc. Voilà, ça fait revivre un petit peu ces personnages. Et puis tous les autres, ce sont d'illustres inconnus qui sont ici. Friant avait 19 ans à ce moment-là sur la photo. Alors le sport nautique, c'est très important pour les copains parce qu'on fait le canotage, la barque, etc. Mais c'est important
Friant aussi pour l'amour, la rencontre aussi avec la fameuse compagne, même s'ils ont vécu à 2 adresses différentes, mais la fameuse compagne de Friant, Eugénie Leder-Gerbet, que vous avez ici sur ces très très belles photos qui proviennent donc de la descendance Leder-Gerbet, que je salue dans la salle et qui m'écoutera un petit peu plus tard. Ces photos complètement privées, complètement intimes, avec l'accord de la famille, je peux vous les montrer. Vous avez Friant et Eugénie, c'est une photo qu'on ne connaît pas du tout. C'est assez émouvant de les voir côte à côte. Et vous avez ici Friant, alors qui a pris un petit peu d'âge ici, peut-être un petit peu aussi il devait faire froid, donc il y a eu plusieurs vestes, etc. sur lui. Eugénie, vous voyez, un très très beau châle, on ne dira pas en quelle matière, sur ses épaules. Et vous avez non pas la fille, parce que quand on regarde ça, on aurait l'impression de voir à la limite les grands-parents puis la petite fille, ou les parents et la fille. C'est une fille de la sœur d'Eugénie, d'accord? Donc là, c'est pas la photo de famille, au sens nucléaire, c'est Émile, sa compagne Eugénie et la nièce d'Eugénie, d'accord? Donc c'est pas, attention, cette photo, ce n'est pas papa, maman et l'enfant, d'accord? C'est une photo au sens familial un petit peu plus large, bien entendu, et Eugénie, il l'a rencontrée probablement au port-aux-planches, c'est-à-dire le sport nautique. Elle devait poser, elle travaillait pas très très loin, elle travaillait chez les chaussures... j'ai oublié le nom, Spire, vous savez, là où sont les archives municipales aujourd'hui. Donc elle était ouvrière dans cette usine. C'est un milieu tout à fait modeste, comme celui de Friant. On n'est pas sur la très très haute bourgeoisie à ce moment-ci. Donc première passion, le sport nautique, partagé avec beaucoup de personnes. Deuxième passion, l'aérostation. C'est quelque chose qui est peut-être moins connu, quoiqu'en 2016-2017, vous aviez été accueillis dans le péristyle du Musée des Beaux-Arts avec un énorme tableau, avec une nacelle, etc., pour évoquer cette passion. Et c'est une passion qu'il partage. Et là, vous reconnaissez peut-être, si vous êtes familier avec son faciès, ce Louis Majorel, que vous avez ici dans la nacelle, Madame Majorel, et le chef du bateau, si je puis dire, Émile Friant, avec la casquette de Vissé sur la tête. Donc il fait voler, en quelque sorte, ses amis, comme ça, à Jarville, sur la place Stanislas également. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Voilà les époux Majorel, voilà Léopold de Poiret, que vous avez juste ici. Encore une photo qui est présent ici à Imageste, avec ce personnage dont on ne sait pas très bien son identité, et probablement derrière le parc de la Pépinière. Ce sont des photos qui sont magnifiques parce que c'est des instantanés. Si vous voulez, on ne peut pas poser à ce moment-là, donc il y a un instantané assez intéressant. Alors là, on est parc de la Pépinière, et donc nous voici place Stanislas. Alors là, c'est facile de géolocaliser la photo, parce que vu ce que vous avez en arrière-plan, alors je précise, c'est pas la grande roue de la fête foraine que vous avez derrière, je sais pas très bien ce que c'est une sorte de décoration, puisque nous sommes au 14 juillet 1896, donc porte-drapeau, etc. Donc avec l'ancien glacier, aujourd'hui, alors c'est pas les Césars, ça a changé de nom, enfin bref, peu importe... les anciens ducs, voilà. Bon, le très très beau glacier que l'on avait avant, juste ici, il y avait plein de magasins tout autour. Et donc vous avez Friant qui est en train de préparer comme ça son ballon en plein milieu, le jour du 14 juillet. Vous avez probablement pris le même jour où la Friant a déjà préparé sa nacelle, et puis il pose. Regardez quand même l'élégance de ce jeune homme, le canotier de Vissé sur la tête, la cravate un petit peu large comme ça. Attention, il ne fume pas. Friant déteste la fumée de cigarette, il a horreur de ça, donc c'est pas, la main pourrait faire penser à la cigarette, mais il ne fume pas. Et j'ai trouvé à Dieuze un joli dessin, une estampe qui est faite par Adrien Recouvreur, et qui est très clairement issue justement de cette photographie. Juste pour information, Adrien Recouvreur, c'était un pharmacien qui collectionnait Friant et qui a complètement changé son fusil d'épaule, probablement en contact avec Friant, et c'est l'année 1897 où il devient dessinateur, graveur, peintre. Donc vous voyez, côtoyer Friant, c'est dangereux, parce que ça peut vous faire complètement changer votre orientation de pharmacien.
profession noble, il devient artiste. Bon, oui, c'est un petit peu différent. Bref, donc là nous sommes au 14 juillet, Friant nous salue même comme ça de son chapeau, on arrive à savoir que c'est Friant juste ici, puisqu'il écrit à son cousin, mon cher Hubert, et je salue la descendance de Hubert Friant, qui est présente ici également, avec toute cette petite note comme ça, donc il écrit, voilà, un petit message à son cousin. Donc la passion véritablement de cette aérostation, eh bien il l'a même concrétisée, puisqu'en 1893, il a fondé, ou cofondé, pour être plus précis, j'aurais dû mettre cofondé, la Société Aéronautique de l'Est. C'est pas quelque chose comme ça, on s'attendrait à ça pour Friant. Vous avez le journal Le Progrès de l'Est qui nous écrit ceci. On annonce que messieurs Friant et Corbin, donc on retrouve Jean-Baptiste Corbin de tout à l'heure, viennent de fonder à Nancy une société aérostatique ayant pour objet l'achat d'un ou deux ballons à l'aide desquels les membres pourraient de temps à autre procéder à des ascensions. Et donc ce sont ces multiples ascensions, on a pas mal de photos liées à ça, et encore sur la toile, il n'y a pas très longtemps, j'échangeais avec quelqu'un qui possède des photos d'ascension en ballon avec Friant, et notamment Marie Marvin, puisque Marie Marvin, que vous avez juste ici, était une grande copine, si je peux employer le terme de copine, était une grande amie plutôt d'Émile Friant, et elle était même donc secrétaire de la Société Aéronautique de l'Est, et donc ils ont dû voler plusieurs fois ensemble, bien entendu. Et là, vous avez une photo assez intéressante, et j'aimerais bien voir les autres photos, mais la personne qui a les photos ne veut pas les montrer. Donc voilà, sachez qu'il y a d'autres photos qui existent aussi de tout ça. Alors, il y a la montgolfière, ça c'est très important, mais Marie Marvin, on ne l'associe pas forcément à la montgolfière. Marie Marvin, on l'associe à l'avion, bien entendu. Eh bien, c'est une autre passion, l'aéroplane, pour Friant, et vous avez donc Friant ici, dans le cockpit, toujours avec la casquette de visser sur la tête, et s'il vous plaît en compagnie de Roger Sommer. Roger Sommer, c'est un très grand pilote, et vous avez la carte postale ici, enfin la photo qui est devenue une carte postale, qui appartient à la ville de Dieuze, prêt à voler avec Sommer, Friant. Donc c'est une dédicace comme ça, c'est une carte postale qui a beaucoup de valeur pour le coup, à Dieuze, et donc on arrive à suivre comme ça Friant dans l'aéroplane, puisque là il est en train de voler. Alors j'aime beaucoup la petite inscription, même prévenu, l'on ne s'aperçoit pas qu'on quitte le sol. C'est extraordinaire apparemment, EF, bien sûr, Émile Friant en contrebas. Bon, vous avez de très belles photos, toujours à la ville de Dieuze, où vous avez cet aéroplane qui se réverbère comme ça dans la Meure, c'est très joli à voir, toujours avec la petite dédicace d'Émile Friant qui nous apprend pas mal de petites choses aussi sur ses vols. Bon, il faudrait développer aussi un petit peu plus cette passion de l'aéroplane. Et puis vous avez bien sûr ces photos d'Imagès qui sont connues quand on parle, et je crois même qu'elles sont sur le site internet, si je ne me trompe pas, elles ont été rendues accessibles. C'est le vol à Jarville, lors des fêtes aéronautiques de septembre 1909. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'en 1909, on a eu à Nancy la très grande exposition internationale de l'Est de la France, et donc ça fait partie de ces événements qui ont été orchestrés en 1909, et donc vous avez Friant qui se trouve juste ici, qui lève le chapeau, Henri Bellieni, qui est un autre photographe que vous avez juste ici, et puis au-dessus, Roger Sommer, alors on ne le voit pas, mais avec l'aéroplane qui se trouve juste au-dessus de lui. Donc Émile Friant, vraiment quelqu'un, j'adore cette photo, regardez comme il a l'air coquin quand même sur cette image, un homme passionné par la modernité, ces nouveaux modes de transport, des choses qui nous font voir le ciel et la terre aussi, dans un autre angle d'attaque, un homme qui est tout à fait extraordinaire, et ce n'est pas qu'un peintre, c'est aussi le but de cette partie, c'est de vous montrer qu'il ne fait pas que peindre, mais c'est un artiste au sens très large, et il a besoin de découvrir tout un tas d'autres choses. Passion sportive, mais aussi passion artistique. Et j'en arrive à ma deuxième partie, donc sur l'artiste au travail. Donc avec ces fonds, puisque ces photos que vous allez voir viennent de plusieurs fonds différents, où on va pouvoir comprendre le travail de Friant au sein de ses ateliers. Premier petit point, Friant a eu
plusieurs ateliers. Le premier, alors il y en a eu 3 à Nancy et un autre à Paris, là où il est mort, boulevard de Clichy. Le premier atelier que nous connaissons, c'est celui probablement que vous avez juste ici, rue de Toul pour le coup, qui est donc l'ancien atelier du photographe Joseph Barcaud et qui était un atelier copartagé avec Bussière, ce même que vous avez vu tout à l'heure, le copain du sport nautique. Et ben voilà, le sculpteur, eh bien, on partage l'atelier. Alors vous avez vraiment l'esprit d'atelier, hein, c'est pas une grosse demeure, hein, les planches de bois dans le fond, vous avez les sculptures, vous avez tout le nécessaire pour la peinture, le petit chien quand même qui monte la garde, on ne sait jamais, il regarde le photographe d'un drôle d'œil au premier plan, et puis vous allez reconnaître, alors de dos, Ernest Bussière, que vous avez juste ici, c'est amusant de le voir avec une palette à la main. Vous avez Émile Friant, qui est ici, regardez le jeune homme extraordinaire qui est Émile Friant, il a 20 ans à ce moment-ci, en pleine réflexion, les mains cherchant un petit peu la suite à donner, la tête un petit peu pensive, et il pense probablement à la discussion qu'il a avec l'antiquaire Monsieur Biez, que vous avez juste derrière, qui semble lui plus sourire. Donc vous voyez, il doit dire, allez gamin, sache quand même, le marché de l'art, c'est ça, et donc Friand réfléchit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et compagnie. Bon, je fabule peut-être un peu, mais il faut fabuler devant ces photos. Et puis après, les 2 personnes qui sont dans le fond, Monsieur Oudelot était le frère, nous dit-on dans un article de presse, du photographe, et vous avez donc un professeur de gymnastique, c'est tout ce que l'article de presse à l'époque nous dit. Est-ce qu'il servait aussi de modèle? On ne sait pas très bien, on ne sait pas son identité. L'article de presse date de 1914, c'est Nancy Illustré qui avait publié cette photographie, mais en 1914, Friant n'est plus dans cet atelier, hein. En 1914, il est quai Ligier-Richer, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est probablement de ce Nancy Illustré que Léopold de Poiret a découpé la petite photo, enfin la petite impression, et l'a collée dans son album. Il y a de conserver ici à Imagest une pièce magnifique. Il faudrait faire aussi une présentation, un développement sur l'album donc du photographe Léopold de Poiret, qui a collé, qui a assemblé comme ça tout un tas de photos, de coupures de presse, etc., en lien avec Friant. Donc c'est très intéressant quand vous feuilletez comme ça cet album. Et donc le petit morceau que vous avez ici provient de l'album Poiret conservé ici à Imagest. Donc premier atelier, on sait très peu de choses. La rue de Toul aujourd'hui c'est découpé en 2. Il y a l'Armée Pattonne et l'avenue de la Libération, hein. C'est tout ce tronçon comme ça qui monte jusqu'à la fac de lettres. Alors pas très loin, deuxième atelier. Alors là c'est une photo qu'on connaît bien et c'est une photo qui est très intéressante, qui illustrerait, je parle au conditionnel, mais j'en suis quasi sûr, l'atelier rue de Thionville. Alors, rue de Thionville, pour celles et ceux qui la maîtrisent pas très bien, on n'est pas loin de l'ancienne rue de Toul. Pour le coup, c'est une rue qui descend depuis la fac de lettres jusqu'au quai Isabée, jusqu'à la rue Isabée, etc. Et je suis presque sûr d'avoir identifié l'atelier, mais il manque encore quelques petits détails. Alors, c'est un atelier qui va occuper à partir de 1886-1887, et c'est dans cet atelier qu'il va produire quasiment tous ses chefs-d'œuvre. Alors c'est dommage parce que dans le fond, là, vous avez une peinture qui est retournée. C'est la Toussaint que vous avez ici, parce qu'il n'y a que ce format qui peut correspondre. En regardant la taille des personnages par rapport à la taille du tableau, on arrive à savoir que c'est la Toussaint. On est en 1887, probablement la toile est en train d'être montée, etc. Mais vous avez ici non pas la Toussaint qui est en train d'être dépeinte, mais les canotiers de la Meurthe, donc ce fameux tableau que j'évoquais tout à l'heure avec tous les copains du sport nautique. Alors, cette photo est très célèbre par rapport au photographe, Léopold de Poiret, donc celui qui avait fait le petit album, entre autres, parce que Poiret n'est pas que ça, autour de Friant, et puis très connu aussi parce que c'est une photo qui a été diffusée dans la presse, notamment dans la Lorraine Artiste, mais malheureusement, elle a été diffusée à l'envers, cette photo. Alors, ça ne serait pas très grave, sauf qu'il y a le tableau quand même, qui nous montre bien, en la remettant à l'endroit, et je vous remets le vrai tableau en dessous, que c'est à l'envers, d'accord? Donc, Friant est passé, si je puis dire, à la postérité dans la Lorraine Artiste 188 avec une photo inversée, mais bon, on la remet droite pour nous ce soir. Alors cette photo de l'atelier donc rue de Thionville, il y a eu plusieurs photos comme ça qui ont été prises. Alors je vous montre ici la photo
qui est conservé à la ville de Dieuze, mais vous avez également le musée Lorrain, dont il y a aussi une représentante ici, le musée de la Cour d'Or qui possède cette même photo que vous avez ici même. Donc vous comprenez qu'on est dans le même atelier, vous avez la même organisation. Par contre, vous allez avoir d'autres animations. Vous avez Émile Friand qui semble complètement empêtré comme ça dans sa blouse de peintre où il essaye de sortir la main et compagnie. Vous allez avoir le fameux Louis Corbin, le frère de Jean-Baptiste. Regardez la date, la même année de naissance pour Friand. Donc c'est deux copains et on comprend que Louis Corbin, il achète Friand, il a un peu plus d'argent que Friand achète ses peintures, etc. Vous allez avoir Barbier que vous avez juste ici qui pose dans les canotiers puisque tous ces gens-là vont poser sur le tableau, y compris Paul Gilles que vous avez juste derrière. On arrive bien, si vous vous promenez au musée des Beaux-Arts avec cette photo dans les mains, vous arrivez très facilement à reconnaître les personnages. On a d'autres photos, celle-ci est très intéressante, qui se trouve donc au Palais des Ducs de Lorraine, le musée Lorrain, puisque là, on prend un petit peu de recul. On a Émile Friand en train de s'apprêter à prendre les couleurs, etc. Le modèle qui pose pour pouvoir être dépeint sur la toile. Est-ce que c'est une photo réaliste, dans le sens, est-ce que c'est pas une photo de promotion? C'est-à-dire, est-ce que Léopold de Poiret n'aurait pas reçu une commande de la part de Friand pour dire, bon, prends-moi voir en photo, on diffuse tout ça? C'est possible. Ça peut être le cas. Ça, c'est pas possible, parce que franchement, l'attitude de Friand montre bien qu'on est dans une série de photos au naturel, et très intéressante comme photo, parce qu'en prenant du recul, on voit la toiture en shed, comme ça, avec les verrières, avec les rideaux, qui permettait donc de nuancer la luminosité dans l'atelier. Et je vous dis, j'ai presque trouvé l'atelier, il y a quelques petits soucis sur la toiture, mais un jour, je pense qu'on pourra poser une plaque rue de Thionville. Ici a été conçu la Toussaint. Ça, j'aimerais beaucoup. C'est un de mes buts, puisqu'on parlait des buts de l'association, ça serait un de mes buts également. Alors, on retrouve pas mal de choses sur ces photos. Je fais attention au temps, puisqu'on pourra évoquer dans une autre conférence aussi le rapport des voyages, puisque Friand rentre de voyage, et quand vous regardez derrière, vous avez les tableaux qu'il a exécutés dans les Flandres, notamment. Donc c'est une vraie photo qui montre l'intérieur de l'atelier de Friand. Vous avez peut-être reconnu ici l'autoportrait blanc qui est magnifique, qui est un de mes préférés, pas le préféré, mais un de mes préférés, au musée des Beaux-Arts de Nancy, qui se trouve juste ici. Donc Friand peint dans son atelier, que ce soit rue de Toul, que ce soit rue de Thionville, mais il peint aussi, d'après René Vienner, puisque c'est une photographie qui provient du fond René Vienner qui est conservé donc au musée Lorrain, il peint in situ apparemment, selon les notes de Vienner, c'est le grand plafond, alors on ne le connaît pas très très bien à Nancy, c'est le grand plafond de la préfecture pour le coup, et vu les dimensions du plafond de la préfecture, probablement que c'est mieux de travailler in situ. Je dis qu'on ne le connaît pas très très bien, il existe, vous avez ici, alors vous pouvez peut-être reconnaître, vous voyez cet homme qui semble en train de tomber, que vous retrouvez juste ici. Je ne sais pas si c'est très clair parce qu'avec le jeu d'ombre et de lumière, on ne voit pas très très bien sur l'ensemble. Mais le plafond, là vous êtes en train de vous demander, mais j'ai déjà visité la préfecture, je n'ai pas vu le plafond de Friand, il n'y est plus. Il a été démonté assez rapidement en raison de la guerre et il est conservé dans les réserves du musée des Beaux-Arts. Mais alors, exposer ces plafonds, parce qu'il y en a trois morceaux, c'est énorme pour le coup. Donc il travaille aussi in situ, vous voyez, donc il se déplace, ce n'est pas l'artiste qui reste arc-bouté comme ça dans son atelier, et il peint aussi. Et alors là, cette photo-là, elle est issue d'une collection particulière. Elle a été présentée, elle a été reproduite dans le catalogue du musée des Beaux-Arts en 2016-2017, dans la dernière rétrospective. Elle est magnifique, cette photo, elle est très intéressante. Où est-ce que nous sommes ? Alors, quand on lit une critique de 1891, on nous dit qu'on est dans les jardins des Grands Moulins. Alors, bon, je ne suis pas très convaincu de cette histoire, parce que les grands moulins, avec l'urbanisme comme ça derrière, bon, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas trop. Quand on regarde la période, 1891, il n'est pas encore qu'Élie-Gérichier, donc ça ne peut pas être le grand jardin qu'Élie-Gérichier. Moi, je verrais bien, parce que je travaille en ce moment sur la rue de Thionville, je verrais bien le jardin arrière de la rue de Thionville. S'il y en a qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe derrière la rue de Thionville, vous avez plein de petits chemins avec plein de jardins différents, de petites maisonnettes, etc. Et ça pourrait correspondre à l'arrière du jardin. Je n'en mets pas ma main à couper, mais voilà, ça pourrait être plus le jardin de l'atelier
de la rue de Thionville. Alors si on se penche un petit peu sur la photo, on apprend plein de choses, puisque vous avez, voyez, la barrière dans le fond, en bois, et ben, elle permet d'identifier aussi certains tableaux, comme le pauvre que vous avez juste ici. C'est un tableau qui, malheureusement, est perdu, on ne sait pas où est-ce qu'il est, donc il est peut-être chez vous, je ne sais pas. L'association cherche, bien sûr, pour son catalogue raisonné, les œuvres de Friant un peu égarées. Et donc, vous voyez, hop, la petite barrière sur le côté qui est clairement la même que vous avez ici. Donc, ça permet aussi de comprendre que cet atelier que vous avez ici, c'est aussi là où travaillait, pour le coup, Friant. Et puis, hop là, on se déplace un petit peu et vous retrouvez le tableau Les Fiancés que vous avez ici. Vous avez la même fenêtre, la même idée d'un petit atelier, et donc Friant travaille chez lui, dehors, dedans, dans l'atelier, la lumière, etc. Il va chercher l'ensemble, et puis en poussant un petit peu, on peut retrouver aussi cette même atmosphère comme ça de l'atelier, malheureusement sur une troisième toile qui n'est pas localisée aujourd'hui, qui reprend un petit peu l'atmosphère comme ça, avec le bois, les outils qui sont sur le côté. Donc ça pourrait corroborer un petit peu cette hypothèse du jardin de l'atelier de la rue de Thionville de Friant. Et puis on apprend aussi pas mal de choses, notamment sur les étapes de la réalisation des peintures chez Friant, puisque vous êtes déjà dehors, donc c'est un point, n'en faisons pas un impressionniste, hein, mais il va retravailler des petits détails dehors. Il est en train de travailler le chien, hein. Si vous regardez bien, sa main est posée sur le chien que vous avez juste ici, qu'il est en train de reproduire, le chien que l'on a vu tout à l'heure, donc le fameux Fifi. J'adore les chiens, donc forcément, il fallait que je vous montre ce petit détail du chien. Et on s'approche un petit peu, vous voyez Friant en train de peindre donc, le chien. Vous avez deux femmes qui sont ici, qui n'ont pas les mêmes poses, hein, que vous avez de ce côté-ci. Donc ça veut dire aussi que Friant retravaille. Hein, c'est très péjoratif de l'appeler le peintre photographe, parce qu'on se dit, il prend une photo, et puis il reproduit la photo. C'est pas comme ça que ça se passe, bien entendu. On prend une photo et puis on retravaille avec l'huile, les compositions, etc., etc. Et le tableau, eh bien, il existe. Alors, où ? On ne sait pas, probablement aux États-Unis, puisque c'est là où j'ai perdu la trace de ce tableau, c'est le bon chien. Et donc vous retrouvez très clairement, ça c'est un tableau, hein, c'est une photographie ancienne, la femme debout, la femme un petit peu arquée, le chien, c'est ce qui est en train d'être dépeint par Friant. Donc on a une réinterprétation aussi de ce que Friant peut voir, et puis Friant va développer un petit peu tout ça. La femme qui posait apparemment pour lui de profil, il va la tridimensionnaliser, si je puis dire, dans le tableau que vous avez au Musée des Beaux-Arts, Les Jours Heureux, hein, qui se trouve ici, et c'est probablement Madame Leder-Gerbet que vous avez ici, non pas Eugénie, mais la mère d'Eugénie qui posait pour Friant comme ses autres filles, etc. etc. Donc un ensemble aussi de photographies qui permettrait comme ça de reconstituer les étapes au sein de l'atelier de Friant, pas uniquement la photo, les huiles, les dessins, etc. etc. Et puis je voulais terminer cette partie donc sur l'atelier avec le dernier atelier de Friant, peut-être le plus important, celui du quai Ligier-Richier. Ce sont peut-être ici deux photos qui proviennent de l'intérieur de cette résidence. Vous voyez que c'est la même porte dans le fond. Vous voyez les décors sont très similaires, la palette, etc. Peut-être, c'est aussi possible que ce soit à Paris, mais on ne sait pas très bien. La maison, on ne la conserve plus aujourd'hui, mais la maison était très importante puisque Friant logeait à l'intérieur. Vous aviez la belle famille aussi qui logeait à l'intérieur. Il y avait un petit pavillon dans le jardin qui apparemment existerait toujours du côté donc de Sentier des Sapins, etc. Et donc c'est possible que ça illustrerait l'intérieur de cette résidence. Alors vous l'avez ici avec une très belle photo par Léopold de Poiret en train de peindre ce tableau qui est la jeune femme au lys. C'est intéressant là. Il y a plein de choses derrière une photographie. Une photographie, c'est pas juste voir un personnage, c'est aussi restituer son atmosphère, restituer des peintures perdues, malheureusement, aujourd'hui, comme cette jeune femme au lys en format arrondi. Alors, la palette que vous avez juste ici est probablement la palette que vous avez là, qui est dans une collection particulière des descendants de Friant, et je voulais juste vous la montrer, c'est pas une photo, mais quand même, ça vaut le détour de voir la très belle palette qui était présentée au Musée des Beaux-Arts il y a quelques temps. Donc ça, c'est pour la maison du quai Ligier-Richier. L'atelier du quai Ligier-Richier est connu à travers des photos
qu'on a eu du mal à identifier d'ailleurs, ces photos où vous avez, donc ici, ça provient, donc c'est numérisé par Imagest, et c'est le fonds donc Frumols-Burtin, puisque Jean-Louis Burtin était un ami très très proche d'Émile Friand. Il a collectionné Émile Friand, il a photographié aussi probablement Émile Friand. Il y a tout un tas de photos comme ça qui sont liées à Friand, dont les photos que vous avez ici. Alors on regarde ces photos et on se dit bon, c'est des hommes. Alors bien sûr, ils ne sont pas en train de mourir, ces hommes. Hein, je n'allais pas vous montrer des photos comme ça. On n'a qu'à allumer la télé et malheureusement on en voit suffisamment. Ici, ce sont des modèles, bien entendu, qui vont poser pour des soldats. Là, vous avez un Allemand. Alors il est en mauvaise posture avec le casque à pointe, et on se rend compte que toutes ces poses ont donné naissance à ce tableau Nos poilus, qui malheureusement n'est pas répertorié aujourd'hui, mais vous comprenez par le jeu de positionnement des corps, les dos, les jambes, etc., que Friand travaille avec les différentes poses. Alors, vous voyez dans le jardin également, dans l'atelier juste ici, avec le fusil de bien dressé, là on est un petit peu dehors, vous voyez les arbres avec les seaux que l'on retrouve aussi sur le tableau Nos poilus. Vous êtes à l'intérieur et là se dessine quelque chose de très intéressant. Très, très intéressant. C'est le grand atelier de verre du quai Ligier-Richer. Et là, la photo du fond Frumols-Burtin prend un tout autre aspect, c'est-à-dire que c'est les rares, à ma connaissance, les rares photos, pour ne pas dire les uniques photos que nous connaissons de l'atelier le plus important d'Émile Friand, l'atelier de verre. Un atelier magnifique, comme vous pouvez le comprendre, une espèce d'énorme serre qui permettait donc de jouer avec la luminosité, l'extérieur, les arbres, etc. Et ce ne sont pas des photos qui sont faites pour montrer l'atelier, ce sont des photos qui sont faites pour les séances de pause, mais en regardant derrière, on arrive à comprendre aussi l'intérieur de cet atelier, avec la porte qui permettait tout de suite de sortir, et puis quand on regarde d'autres photos, on cherche, et puis on voit une maison derrière. Alors vous pensez bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé quai Ligier-Richer, j'ai regardé toutes les maisons, etc. La maison de Friand n'existe plus, mais quand on regarde bien, vous avez la grosse maison. Vous savez, cette maison... J'ai des souvenirs de cette maison parce que quand j'étais petit, ma grand-mère passait toujours là en voiture et je contournais cette maison et pour moi, c'était la maison de la sorcière dans Blanche-Neige. Mais enfin, ça, c'est un autre détail. Mais vous arrivez à voir le jeu de toit. Un toit bas ici, cheminée, toit haut, vous retrouvez toit, cheminée, toit haut. Autrement dit, la maison de Friand était de ce côté-ci. Elle a été détruite, je crois, dans les années 70. Il faudrait que je revérifie ceci pour construire les maisons que vous avez ici. Et le pavillon que j'expliquais tout à l'heure, là où il y avait notamment une sœur d'Eugénie qui vivait, et probablement le pavillon que vous avez ici, parce que c'est une des rares anciennes constructions dans le quartier. Mais ça, il faudrait analyser ça un petit peu plus en détail. Donc, quai Ligier-Richer, voilà le jardin du quai Ligier-Richer, où vous voyez probablement l'autre facette de l'atelier, avec la nature très importante, surtout dans les dernières années de Friand, où il peint des tableaux où la nature est très forte, la famille. Alors, on n'a pas retrouvé, bien que j'ai sondé beaucoup de personnes, l'identité de ces personnages, mais le grand-père, la fille, le petit-fils, etc., l'importance de la famille, de la nature, de l'animal. Et là, on retrouve des choses que l'on peut retrouver dans Le Vieux Cheval, dans Pleine Nature, sur les tableaux de fin de vie de Friand, où il s'amusait d'une certaine façon à faire venir tout ce petit monde dans son jardin. Vous voyez l'atelier de verre qui se trouve juste derrière. Donc c'est en identifiant comme ça des petites choses sur certaines photos qu'on peut géolocaliser et en partie aussi dater les photos que vous avez juste ici. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer grand-chose d'autre de cet atelier de verre, ni même la maison, sauf au pot, quand vous irez boire un petit coup, parce qu'il fait très chaud dans la salle, quand vous irez boire un petit coup, vous avez le vitrail qui est rétro-éclairé dans le fond. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu, il y a plein de photos comme ça sur un vitrail. Il y a Friand qui pose, je pourrais vous l'indiquer, et probablement que derrière lui, c'est la maison quai Ligier-Richer. Donc vous pourrez voir ça en détail tout à l'heure. Et puis il faudrait aussi évoquer l'atelier parisien, mais alors là, l'atelier parisien, je suis très humble, je n'ai rien sur l'atelier parisien, boulevard de Clichy. Je ne sais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. C'est aujourd'hui privé.
Ça existe, il faut absolument que j'aille sonner chez ces personnes pour rentrer dans cet atelier qui donne sur cours, qui ne donne pas sur la rue. Donc voilà un petit peu pour ces ateliers, l'intimité aussi de Friant à travers ces ateliers. Et puis rapidement, je vais essayer de tenir le tempo, rapidement la photo comme outil de travail, puisque le peintre photographe, forcément qu'il utilise la photo. Je ne vous en ai pas trop montré encore pour l'instant. La photo, eh bien, on va aller voir du côté du musée de la Cour d'Or, dans ce gros portfolio, où vous avez ici cette jeune fille, qui semble rire avec son beau sourire, les bonnes petites joues comme ça, bien rouges, sur la photo. Le musée de la Cour d'Or possède une deuxième photo, c'est pas la même inversée, c'est une autre photo, c'est pas les mêmes détails, et on arrive à reconnaître, bien entendu, la petite gamine sur le tableau Les Jours Heureux, qui se trouve au musée des Beaux-Arts aujourd'hui, qui n'était pas conçu pour le musée, mais qui était conçu pour l'hôtel de ville, une vraie décoration publique et une commande municipale. Pareil au musée de la Cour d'Or, vous allez avoir ces photographies, ces 3 photographies. Vous voyez, c'est pas la même. À chaque fois, il y a des différences où Friant semble hésiter un petit peu sur la lumière, sur les plis, sur l'orientation des visages, pour donner naissance, bien entendu, à la scène que vous avez ici. Ce n'est pas la même femme. C'est une interprétation que Friant va donner de la photo. La photo est un outil. Ce n'est aucunement quelque chose qui supplée la peinture. C'est quelque chose, en ressortant de là, faites-vous les apôtres de cette théorie, parce que sinon on réduit Friant à pas grand-chose. Et vous avez donc dernièrement une autre photo aussi qui a été vendue en 2017, donc qui représente aussi une autre scène, une autre séance de pose plutôt, de la même scène. Alors, j'étais à Metz à l'instant avec le musée de la Cour d'Or, je reviens à Nancy avec un tableau que tout le monde connaît, qui est un de mes tableaux les plus forts, à mon sens, pour moi, en tout cas pour tout un tas de raisons. Eh bien, quand on va voir le musée de la Cour d'Or, on arrive à trouver ces photos. Moi, j'étais ébahi de voir ces photos, et la conservateur qui était avec moi au moment de la découverte de ces photos m'a dit « Mais vous les connaissez ?» Alors, je dis « Non, je ne les connais pas, ces gens-là, mais on les reconnaît, bien entendu. Ce sont ces personnes que vous avez derrière la douleur. Ces hommes, encore une fois, ce n'est pas le bis. On cherche les positions, on cherche le regard, et on arrive à retrouver Georges Lemonnier, que vous avez ici, là, on arrive à retrouver Hippolyte Maringer, le maire de Nancy, ici, et vous arrivez à trouver Gustave Paul, qui est un très très grand mécène d'Émile Friant. Un jour, il faudra faire une conférence sur Gustave Paul, avec un faciès très particulier que vous retrouvez là et là. On comprend que ce n'est pas la même position dans le tableau, mais on comprend par leurs attitudes qu'on n'est pas en train de faire, comme disait un ancien Premier ministre, la bamboche, mais on a quand même quelque chose d'un petit peu plus lourd à porter sur les épaules. Donc l'idée de l'enterrement, la douleur, colle très très bien. Le musée de la Cour d'Or, vous voyez que c'est un fond qui est très important, qui est complètement inconnu, mais qui est très très important, où vous avez donc Gustave Paul que vous retrouvez, qui n'est pas vêtu de la même façon. Donc on comprend qu'il y a plusieurs jours aussi de pause là-dedans. Derrière une photo, il y a plein de choses. Et puis, vous avez ce jeune homme. Alors, le jeune homme, ça, par contre, je ne sais pas où il est dans la peinture. Peut-être que Friant l'a supprimé. Je me comprends. L'a enlevé de la composition, parce que ce n'est pas le jeune homme que vous avez là. Il ne ressemble pas du tout. Puis, on a quelques idées sur l'identité de ce jeune homme. Et vous retrouvez donc le monsieur ici, barbe blanche, cheveux blancs, qui est peut-être monsieur Adam. Selon un article de presse, il pose, c'est probablement lui que vous avez ici. Vous retrouvez le profil qui est intéressant. Donc je trouve que là, on touche, à mon sens, du bout du doigt, la façon de travailler de Friant. Quand on dit prend une photo puis reproduit, non, c'est pas tout à fait quand même le cas. Alors on a quelque chose pour vous donner un autre tableau. J'ai quand même voulu vous montrer un peu de peinture. La petite barque, alors tableau extraordinaire qui avait été acheté par Jean-Louis Burtin pour le compte pour faire vivre du musée des Beaux-Arts à l'époque. C'est un tableau qui est extraordinaire, qui est un dessin filmique remarquable, et vous avez ici à Imageste le fond manque qui est conservé, où vous avez 4 photos qui proviennent des séances de pause. Quand on regarde ces photos, rapidement on se dit c'est la même, c'est la même démultipliée. Pas du tout, alors ça serait trop long ce soir et il me manque un petit peu de temps, mais quand vous regardez en détail, regardez les mains, notamment de Madame,
c'est pas la même chose. Hein. Autrement dit, on a une vraie réflexion, c'est infime, mais une position, dans l'histoire de l'art c'est très important, un geste, une épaule qui tombe, une main ouverte, ça a un sens différent. Ça va donner une sensibilité aussi différente, même si dans les grandes lignes, c'est la même chose. Vous avez noté aussi la différence de l'arrière-plan, la planche qui n'est pas là, on retravaille l'arrière-plan, donc c'est une recomposition que Friant peut faire, et c'est grâce à ces merveilles, à ces photographies, et en général, quand on étudie la peinture, la photo, c'est toujours un peu le parent pauvre. Là, on a des preuves extraordinaires du travail de Friant. Donc, il faudrait gratter encore plus sur ces photos. Et je voulais finir, je vois le timing, je voulais finir avec la promotion en photo, c'est-à-dire qu'une fois que Friant a travaillé l'atelier, il travaille avec les photos, il faut promouvoir maintenant son art. Alors, c'est ce que je vous disais, il aime bien se montrer quand même, Friant. C'est quelqu'un qui aime bien avoir des photos de lui, qui aime bien s'autoportraiturer. Et on a comme ça, dans le bulletin artistique de l'Est, de 1923, Friant en train de peindre, donc là clairement c'est une séance de pause pour le photographe, et derrière lui on reconnaît un tableau qui est donc Soleil mourant ou Les derniers rayons que vous avez juste ici, qui est aujourd'hui probablement dans une collection particulière, ou encore cette photo que je trouve remarquable pour plein de choses, Chagrin d'enfant ou Premier chagrin, que vous avez juste ici, que Friant est en train d'encadrer. Alors ce n'est plus le même cadre aujourd'hui. Est-ce que Friant pose avec un cadre pour la photo, et puis est-ce que le tableau partira aux États-Unis avec un autre cadre? Est-ce que le propriétaire du tableau a changé le cadre au fil du temps? Ça, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, on a la réflexion aussi là de l'artiste au travail, avec l'encadrement. C'est un tableau 2 secondes qui est très important, puisque c'est un des premiers tableaux de Friant à partir aux États-Unis. C'était vraiment une œuvre absolument remarquable. Alors Friant doit son succès dans la presse aux États-Unis, etc., aux expositions, aux salons qu'il va faire. Et quand on regarde les photographies officielles des différents salons, eh bien on se rend compte qu'on photographie Friant. On photographie pas tout le monde, mais on photographie Friant. Alors je suis désolé pour cette photo qui vient des Archives nationales à Paris, mais c'est stabiloté en jaune. Je vous rassure, c'est pas stabiloté sur la photo, c'est une reproduction avec le coup de stabilo, c'est dommage, mais vous avez ce tableau qui aujourd'hui est perdu, donc la photographie permet vraiment de comprendre aussi les anciens tableaux, et on connaît ce tableau par l'esquisse que vous avez juste ici, qui est conservé donc au Palais des Ducs de Lorraine, le musée Lorrain, et que vous retrouvez chez son propriétaire à l'époque, qui était René Vienner. Et je remercie le musée Lorrain avec le prêt des photos extraordinaires de l'intérieur de Vienner que vous avez juste ici. Donc l'esquisse, malheureusement, l'œuvre finale, on ne l'a plus, ça a été un des premiers succès de Friant à Paris, on n'a plus que l'esquisse préparatoire. Vous avez d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment de Joseph Delarue. Je sais que le fond de Delarue est remarquable ici à Imagès, qui vous montre, bien sûr je vous ai noté le titre, mais je crois que c'est dans la tête de tout le monde, Les amoureux, l'idylle sur la passerelle. On photographie ces tableaux parce qu'ils plaisent, parce qu'on en parle, parce que la critique en parle. Sinon, on ne photographierait pas ces tableaux. Donc, une photo nous renseigne aussi sur la cote de popularité, et pas la cote financière, mais la cote de popularité de l'artiste qui était Friant. Là, nous sommes donc à la salle Poirel, c'est annoté par Delarue, au salon de 1888. Toujours au salon de Nancy 1890, voilà 3 photos, c'est pas moi qui retouche les photos, c'est, le cadre est ainsi fait, où vous avez 3 Friants alignés. Donc on comprend que c'est vraiment le but de ce photographe. Malheureusement, on n'a pas l'identité. Eh bien, ces photos, ces œuvres, on les connaît aujourd'hui, puisqu'elles sont, pour 2 d'entre elles, et je sais qu'un collectionneur aurait beaucoup aimé avoir cette peinture, mais c'est le musée qui l'a récupérée. Celui-ci est aussi au musée des Beaux-Arts, et celui-ci est au Petit Palais. Ça fait partie d'un autre grand mécène de Friant, qui sont les Coquelin, peut-être la fille Vienner, et Madame Lebeau, que vous avez juste ici. Il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. Ou encore le salon de 1901, que vous avez juste ici, où vous retrouvez probablement des peintures qui vous parlent un petit peu, notamment cette jeune fille en prière que vous avez là, le tableau dans l'atelier, qui est une œuvre
extraordinaire. Je pense aujourd'hui qu'elle est à Nancy, dans une collection particulière. Et le portrait de Coquelin dans Les Plaideurs, eh bien, vous les retrouvez ici. Malheureusement, Les Plaideurs, je n'ai pas la photo en couleur. Ce tableau-là est passé en vente il y a très peu de temps. Et celui-ci est conservé au musée de l'école de Nancy. Donc, on peut voir en même temps la façon dont étaient exposées les œuvres, si vous voulez, dans ces salons effrayants et quand même bien centrés sur ces photographies. Et puis, on pourrait passer un temps certain, mais 1909, donc l'année de l'exposition internationale de l'Est de la France, Friant va exposer des œuvres très fortes, très marquantes. Je sais que les Nancéiens aiment beaucoup ce tableau, mais qui n'est plus à Nancy, La Messe du condamné de 1908. Le tableau est aujourd'hui conservé au Canada. C'est un engagement probablement politique de Friant par rapport à la peine capitale. On en parle beaucoup à ce moment-là. Donc c'est un tableau qui politiquement est porteur, ce qui nous montre aussi que Friant, c'est pas juste le peintre du canotier, mais c'est aussi quelqu'un qui parle de sa société, Friant. Et puis vous allez avoir donc en 1909 également, c'est une autre photo d'un autre pan, le fameux tableau, donc Soleil mourant, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui était exposé comme ça en plein milieu de la galerie principale de ce pavillon. Donc vous voyez, photographie aussi de promotion, ce ne sont pas des œuvres qui ont été commandées par Friant, ces photos, mais on a besoin de ces photos pour diffuser le plus largement possible en France et aux États-Unis les œuvres de Friant, la cote de Friant, la présence de Friant sur les différents salons. Je vous ai montré beaucoup de salons de Nancy, mais c'est la même chose aussi pour les salons parisiens, bien entendu. Donc vous voyez, la photographie, on a quand même pas mal de choses derrière cette photographie. Alors la photographie, outil important, photographie qui va permettre de comprendre aussi la personnalité, et photographie qui va poser beaucoup de questions. Alors, je voulais terminer avec... Enfin, je ne termine pas tout à fait avec cette photo, mais je vais bientôt finir quand même. Alors, cette photo, je l'ai donc découverte au musée de la Cour d'Or à Metz, et j'en ai tout de suite informé Maud et une autre membre de l'association Mille Friant. Parce que je me suis dit, c'est drôle, on ne connaît pas cette peinture, c'est une photographie d'une peinture, vous avez la signature de Friant qui est ici, et je me suis dit, tiens, c'est assez étrange, et en faisant des recoupements avec les biographies, avec les articles de presse, on a pu trouver ensemble, c'est un travail en collaboration, le titre de cette peinture, qui est peinture mystique, puisque Arsène Alexandre, un des biographes de Friant, juste après sa mort, nous décrit cette peinture mystique. Et alors là, extraordinaire, je suis en train de préparer la conférence il y a quelques semaines, et là sort sur le marché de l'art le tableau qui a été vendu vendredi dernier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est vous qui l'avez acheté, dites-le moi, on va pouvoir regarder, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, ce tableau. Mais vous voyez comme c'est très intéressant la photographie, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai montré quand même beaucoup, et c'est fait exprès, je garde un petit peu de choses pour les années suivantes, beaucoup d'œuvres disparues, perdues, et là, celle-ci, je me suis dit, ça serait bien de la retrouver. Il y a 15 jours, on la retrouve, vous l'avez ici, en couleur, etc. C'est un petit format, on le savait avant, qui est donc aujourd'hui dans une collection particulière. C'est ça aussi, la photo est un support pour une meilleure connaissance des œuvres qui parfois ne sont plus dans les collections. C'est ce que j'avais appelé le Saint Graal. Je vous jure que c'est ce que j'ai noté, c'était à la quête du Saint Graal. Mais bon, on l'a déjà trouvé, donc vous voyez, le Saint Graal, finalement, on le trouve facilement. Et une autre chose que je voulais évoquer, avec un tableau que vous connaissez probablement, parce que lui, il existe encore bel et bien. Il est à la Villa Majorelle aujourd'hui, dans la merveilleuse Villa Majorelle, qui dépend donc du musée de l'école de Nancy. Et c'est un magnifique tableau qui représente la sœur de Louis Majorelle. Je passe là-dessus. Et dans le fond de Joseph Delarue, on a retrouvé ça. Et là, c'est quand même remarquable, parce qu'on se dit, mais alors, le tableau n'était donc pas ovoïde, mais le tableau était en pied, avec tout un appareil autour, la psyché que vous avez là, une porte que vous avez ici, faites très attention, la porte n'est pas dans le tableau, la porte, c'est l'arrière du tableau, le tableau s'arrête juste ici, et on reconnaît ou un pare-feu, ou quelque chose comme ça, probablement un pare-feu, avec la petite espèce de toupie comme ça, qui a été complètement grimée. Par contre, vous avez la cheminée derrière, que vous retrouvez juste ici.
Alors, quand on trouve ça, c'est extraordinaire. Il existe un autre tableau comme ça. On sait, pour le coup, forme ovoïde qui était à la base rectangulaire. Pourquoi Friant a retravaillé ça, on ne sait pas du tout. Ce qui est intéressant à avoir en tête, j'allais oublier de vous dire ça, c'est important, c'est une photographie, ça, qui est imprimée sur du papier lambda, enfin c'est une reproduction, une mauvaise reproduction, qui se trouve à la documentation du musée de l'école de Nancy. On ne sait pas comment c'est venu, bon, c'est comme ça. Et quand on regarde cette photo, mauvaise reproduction, on a l'impression que c'est une photo de Jeanne-Rose Camille Majorelle. Quand on regarde ça, on n'est pas forcément sûr que ce soit le tableau. On pourrait se dire, comme tout à l'heure, les hommes que je vous ai cités au musée de la Cour d'Or, c'est elle qui pose et puis Friant a repris la photo. Pourquoi ? Parce qu'il manque toute la partie gauche de la photographie et en reprenant la photo originale de Joseph Delarue, c'est là où on se rend compte que c'est un tableau pour le coup. Et là, on a la certitude que l'œuvre était bien rectangulaire, de beaucoup plus grand format que l'ovale que nous avons. On fait attention, et là, il faudrait savoir pourquoi, mais alors... et je le dis en toute transparence, discuter avec les descendants Majorelle, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que Friant a découpé le tableau en format ovoïde? Certainement un souhait, mais c'est lui qui l'a fait, puisque vous avez la signature de Friant qui a été apposée sur le nouveau format et pas sur l'ancien. Ce n'était pas signé à cet endroit-ci. Donc ça a été fait du vivant oui, du vivant d'elle, ça c'est sûr, mais du vivant d'Émile Friant pour intégrer ça dans une décoration quelque part, etc. On ne saura peut-être jamais pourquoi, mais en tout cas, vous avez bien la signature de Friant qui a noté juste ici. Donc voilà, pour terminer sur notre Friant, un homme multiples facettes. Vous avez ici ces photos que je trouve très très belles, que j'attribue à Jean-Louis Burtin, parce que c'est dans le fond Burtin, et puis je pense que les deux copains là devaient quand même beaucoup échanger, etc. Et vous avez Friant avec plein de poses différentes, qui permet aussi de sentir un petit peu l'homme. Friant, on l'a vu, c'est le sportif. J'adore cette photographie dans un jardin avec le canotier sur la tête. Friant, c'est le peintre, le graveur, l'homme que nous connaissons aussi un petit peu plus. Friant, c'est aussi l'aviateur, l'inventeur, mais ça sera un autre sujet puisque je n'ai pas de photo de ses inventions, mais c'est aussi un inventeur. Friant, c'est un Parisien, et là vous avez cette photo qui provient de Paris d'Henri Manuel à gauche, qui est conservée à la ville de Dieuze. Mais Friant, vous serez d'accord avec moi, c'est le Lorrain quand même. Alors on fait attention, nancéien, d'accord, parce qu'il a travaillé à Nancy, il a vécu à Nancy. Il est né à Dieuze, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on lit encore beaucoup trop souvent qu'Émile Friant est né à Nancy. C'est faux, il est bien né à Dieuze. Et je voulais finir avec cette merveilleuse photographie qui a été retrouvée justement par la documentaliste du musée des Beaux-Arts, dans le fond du musée de l'école de Nancy, avec ce rapport merveilleux du questionnement de l'homme face à lui-même, face à son image. Et au final, c'était tout le fil de notre conférence, le rôle de l'image, l'image de soi qu'on laisse à l'avenir, l'image que l'on utilise pour faire ses productions, ses œuvres, et pour se souvenir aussi de ses proches. J'espère avoir été assez complet sur ces photographies liées à Friant. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou si vous avez tellement chaud qu'il faut sortir pour boire un coup. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, bien sûr, je suis là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer dans l'arène. Ou s'il y a des timidités, je suis là encore. Donc, voilà, n'hésitez pas. Oui ? Le dernier tableau, c'est vendu à combien ? Ah, le prix. Alors, le prix de vente des tableaux, ça... Il faut s'adresser aux collectionneurs, il faut s'adresser au marché de l'art. Je me refuse, je le sais, mais je me refuse en tant qu'historien de l'art à donner un chiffre sur les tableaux. Très cher. Oui. C'était à Drouot, Paris, je crois. Pardon ? Non, pas de descendance. Alors, il n'a pas eu d'enfant avec Eugénie,
Ledergerbet. Ils n'étaient pas mariés, hein, ils vivaient... C'était une vie un petit peu particulière parce qu'ils avaient chacun leur adresse, on le sait. C'est même la famille, hein, les descendants d'Eugénie, enfin les descendants des sœurs plutôt d'Eugénie qui l'écrivent. Friant passait la journée avec les Ledergerbet, etc. Puis il rentrait, qu'Élie Richier le soir. Voilà, c'est une vie... je sais qu'il y a plusieurs actrices qui disent ça aujourd'hui. Moi, mon mari, il est dans un appartement, moi, je suis dans un autre. Vous voyez, c'est peut-être comme ça que le couple dure, je ne sais pas. Mais donc, il n'avait pas d'enfant avec Eugénie Ledergerbet, pas eu d'enfant avant, pas eu d'enfant après, officiel. Du côté d'Eugénie Ledergerbet, mais ça ne concerne pas directement votre question, il n'a pas eu d'enfant non plus. Hein. Les enfants que vous voyez, c'est souvent les enfants des sœurs d'Eugénie Ledergerbet, hein, qui posent. Qu'est-ce qui, pardon ? La question de l'héritage. Alors ça, c'est une très très bonne question. La question de l'héritage a posé beaucoup de problèmes, pour le coup, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et quand on lit les sources, notamment judiciaires, on se rend compte que, donc pas de descendants, donc on va chercher le parent le plus proche, qui étaient les cousins. Hubert, entre autres, mais il y en avait un autre, et l'autre dont j'ai oublié, Camille, si je ne me trompe pas. Camille décède quasiment en même temps que le cousin. Et Camille a des enfants, dont une qui est apparemment très compliquée, et elle ne tolère pas l'héritage, le partage que Friant avait écrit noir sur blanc devant notaire, etc. Et ça va poser de très très gros problèmes sur l'héritage. C'est pour cette raison que le legs que Friant a fait de tous ses ateliers nancéens et ateliers parisiens, va mettre des années à arriver au musée des Beaux-Arts. Parce que tant que toutes les parties, je pense qu'on connaît tous les héritages un petit peu compliqués, tant que toutes les parties ne sont pas claires, l'héritage est bloqué. Donc c'est passé du côté d'Hubert et de l'autre, des enfants du cousin, des enfants de Camille. Il y a eu le legs au musée des Beaux-Arts, il y a eu le choix, alors c'est intéressant, je voulais juste vous revenir sur cette peinture-là, puisque Émile Friant avait dit, c'est écrit noir sur blanc, et après l'avocat l'a repris, à Jean-Louis Burtin de choisir un tableau qu'il voulait dans la collection. C'était, voilà, choisis celui que tu veux à mon décès. Et Jean-Louis Burtin, on le sait par acte notarié, avait choisi ce tableau-ci. Hein. Et c'est un tableau qui est resté dans la collection Burtin jusqu'à une date assez floue. Voilà. Mais donc ça fait partie de ces œuvres qui ont été données, léguées, etc., mais à plusieurs personnes. Eugénie Ledergerbet, par exemple, a eu un certain legs important d'argent, etc. Vous avez soif. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre présence et voilà, n'hésitez pas. Merci.